Regardez-moi ça. Regardez cet incapable. La voix de Chloé Martel, stridente et pleine de mépris, résonna dans le hall luxueux de la Tour Diamant. Son téléphone, tenu fermement, filmait la scène en direct pour ses milliers de spectateurs sur Instagram. À cause de ce rien, mes chaussures sont ruinées, cria-t-elle en zoomant sur ses escarpins loup-boutins, dont le cuir rouge vif était maintenant taché par une éclaboussure d'eau sale. L'homme qu'elle filmait, Antoine, un concierge d'une 50aine d'années, resta immobile, son seau et sa serpillière posés à côté de lui. Son visage, marqué par la fatigue, ne montrait aucune émotion. Il semblait simplement attendre que l'orage passe, comme un vieux rocher battu par les vagues. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui, nous l'espérons, vous touche et vous inspire. C'est un petit clic pour vous, mais un geste énorme pour nous. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore lire vos messages et voir jusqu'où nos histoires voyagent. Que vous soyez à Paris, Abidjan, Montréal ou un petit village lointain, votre présence est précieuse. L'incident avait commencé quelques secondes plus tôt, dans le silence feutré de ce matin ordinaire à Lyon. Antoine passait la serpillière sur le sol en marbre étincelant. Un travail qu'il accomplissait chaque jour avec une précision presque méditative. Il était l'un de ces hommes invisibles qui rendent la vie des riches plus facile. Un fantôme en uniforme de travail qui polissait le décor de leur existence dorée. Il avait vu passer des ministres, des stars de cinéma et des magnats de l'industrie. Mais pour eux, il n'était qu'une partie du mobilier. Il avait appris à vivre avec cette indifférence, prouvant une sorte de paix dans l'anonymat de sa fonction. Mais aujourd'hui, cette paix allait être brisée de la manière la plus cruelle qui soit. Chloé Martel, 25 ans, était un tourbillon de soie et de parfum. Elle ne marchait pas, elle flottait, persuadée que le monde était sa scène et que tous les autres n'étaient que des figurants. En sortant de l'ascenseur, son attention était entièrement tournée vers l'écran de son téléphone, où les cœurs et les commentaires de ses abonnés défilaient à toute vitesse. Et donc, mes amours, comme je vous le disais, le secret, c'est de ne jamais laisser la médiocrité vous atteindre. Aïe! Son escarpin à 1000 € avait glissé sur une plaque de sol encore humide, la déséquilibrant. Elle ne tomba pas, mais l'affront était intolérable. Pour elle, ce n'était pas un simple accident. C'était une agression personnelle. La médiocrité, incarnée par ce concierge et son seau d'eau sale, venait de l'atteindre en plein cœur de son luxe. Elle pivota sa caméra vers Antoine, transformant son humiliation personnelle en spectacle public. « Vous voyez ce visage? C'est le visage de l'incompétence », lança-t-elle à sa communauté en ligne. Les commentaires de soutien affluèrent instantanément. « Vire-le! Quelle honte! Pauvre Chloé !» Galvanisée par cette validation numérique, elle s'approcha d'Antoine, son téléphone à quelques centimètres de son visage. Un raté qui ne sait même pas mettre un panneau pour prévenir que le sol est mouillé. Vous vous rendez compte du danger? J'aurais pu me casser une jambe. Et qui aurait payé? Certainement pas vous avec votre salaire de misère. Chaque mot était une flèche empoisonnée, conçue pour blesser et humilier. Pendant tout ce temps, Antoine ne dit rien. Il aurait pu expliquer que le panneau était bien là, à 2 mètres, juste derrière elle. Il aurait pu se défendre, élever la voix, refuser d'être traité de la sorte. Mais il resta silencieux, les mains légèrement tremblantes sur le manche de sa serpillière. Il encaissait l'insulte avec une étrange dignité, comme s'il était au-dessus de cette colère futile. Son silence sembla exaspérer Chloé encore plus. Ne pas réagir, c'était lui refuser le pouvoir qu'elle cherchait à exercer sur lui. C'était la pire des insolences. Vous n'avez même rien à dire pour votre défense? Pathétique. Elle coupa son direct, fit un dernier regard dédaigneux à Antoine et à ses chaussures souillées, puis tourna les talons, ses pas claquant sur le marbre comme des coups de marteau. Antoine resta seul au milieu du hall immense. Le silence était revenu, mais il était plus lourd, chargé des échos de l'humiliation.
Il regarda son propre reflet dans le sol brillant. Il y vit un homme simple, un concierge vieillissant dans un uniforme usé. C'était l'image que le monde voyait de lui. L'image que Chloé venait de diffuser à des milliers de personnes. Mais ce qu'elle ignorait, dans son arrogance aveugle, c'est que l'homme qu'elle venait de rabaisser publiquement n'était pas seulement un employé sans défense. Il était le juge silencieux de son propre procès, et le verdict venait de tomber. La partie ne faisait que commencer, et Chloé Martel n'avait aucune idée des règles du jeu auquel elle venait de décider de jouer. Le silence qui suivit le départ de Chloé était plus assourdissant que ses cris. Antoine resta figé un instant, le poids de chaque regard curieux des résidents qui passaient lui pesant sur les épaules. Il sentait leur jugement silencieux, leur pitié ou leur mépris. Avec des mains qui tremblaient légèrement, il ramassa son seau, trempa sa serpillière dans l'eau maintenant grise et se remit au travail. Il effaça les traces de pas de Chloé, puis les siennes, jusqu'à ce que le marbre brille à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était brisé. À l'intérieur de lui, la dignité silencieuse qu'il avait mis des années à construire venait d'être publiquement fissurée. Il termina son service, la tête basse, le cœur lourd, ignorant les notifications qui commençaient à faire vibrer le vieux téléphone dans sa poche. Pendant ce temps, dans son appartement penthouse avec vue sur toute la ville de Lyon, Chloé savourait sa victoire. La vidéo de l'incident, postée avec le hashtag conciergefail, était devenue virale en moins d'1 heure. Allongée sur un canapé en velours blanc, elle lisait les commentaires à voix haute à une amie au téléphone, éclatant de rire à chaque message de soutien. « Tu as bien fait, cette racaille doit apprendre le respect. Queen Chloé remet les choses en place. » Pour faire durer le plaisir, elle lança une story avec un sondage. « Devrait-on virer ce concierge ? Oui/bien sûr. » Les votes affluaient par milliers, une vague numérique écrasante qui la confortait dans son pouvoir. Elle se sentait invincible, une déesse des temps modernes dont le jugement, émis depuis son smartphone, pouvait détruire la vie d'un homme. Le lendemain matin, la fureur numérique de Chloé se transforma en action concrète. Monsieur Bernard, le gérant de l'immeuble, convoqua Antoine dans son bureau exigu qui sentait le café froid. C'était un homme à l'échine souple, dont ma principale compétence était de plaire aux locataires les plus influents. « Antoine, j'ai reçu une plainte officielle, » dit-il en évitant son regard. « Mademoiselle Martel est une résidente très importante. Elle fait la promotion de notre immeuble sur ses réseaux. Nous ne pouvons pas nous permettre de la contrarier. » Il marqua une pause, tapotant un stylo sur son bureau. « Elle exige votre renvoi. » « Pour l'instant, je vais la calmer. Mais vous allez lui présenter des excuses. Et au moindre nouvel incident, vous êtes à la porte. C'est compris ? Antoine sentit une boule de colère monter dans sa gorge. S'excuser. Pour avoir été insulté. Mais il pensa à son petit appartement sur les pentes de la Croix-Rousse, au loyer à payer, et surtout à la raison pour laquelle il endurait tout cela. Il hocha simplement la tête, un geste de soumission qui lui coûta plus que n'importe quel effort physique. Ce soir-là, de retour chez lui, la solitude de son modeste 2 pièces lui parut plus pesante que d'habitude. Il se prépara un repas simple, une soupe et un morceau de pain, qu'il mangea en silence devant la fenêtre qui donnait sur les toits de la ville. Après avoir fait la vaisselle, il s'assit sur son lit et sortit de son portefeuille une photo usée par le temps. C'était le visage souriant d'un jeune garçon d'une dizaine d'années, ses yeux pétillants de vie malgré le lit d'hôpital en arrière-plan. Luc, son fils. Chaque insulte, chaque humiliation, il l'acceptait pour lui. Pour honorer sa mémoire en finançant la fondation qu'il avait créée en son nom, personne ne le savait. Pour le monde, il n'était qu'Antoine, le concierge. Ce secret était à la fois son fardeau et sa force. Une fois la nuit tombée, il quitta son appartement et descendit la colline. Jusqu'à un parking souterrain, où était garée une vieille Twingo fatiguée. Il monta à bord, mais au lieu de démarrer, il sortit un 2e téléphone, un modèle ultra-moderne et crypté. Il composa un numéro. Sa posture changea, son dos se redressa, et sa voix, quand il parla, n'avait plus rien du ton humble du concierge. Elle était nette, précise et chargée d'autorité. « Jean-Pierre, c'est moi. La situation avec cette influenceuse, Chloé Martel,
prend trop d'ampleur. La vidéo est partout. Cela compromet la discrétion que nous nous efforçons de maintenir depuis 3 ans. Personne ne doit savoir que je suis le propriétaire de la tour. De l'autre côté de la ligne, une voix calme répondit. Je suis d'accord, Antoine. C'est un risque inutile. Surtout avec le gala de la Fondation Étoile Filante qui approche. C'est l'événement le plus important de l'année pour nous, il doit se dérouler dans le calme. Antoine ferma les yeux, le nom de la Fondation résonnant en lui. C'est justement pour cela que je m'inquiète, Jean-Pierre. Cette fille est imprévisible et arrogante. Surveillez-la de près. Je veux un rapport complet sur elle, ses finances, ses contrats, tout. Il raccrocha et resta un long moment dans l'obscurité de sa voiture, le visage de son fils gravé dans son esprit. Il faisait tout cela pour lui, pour que d'autres enfants aient une chance que Luc n'avait pas eue. Plus tard dans la nuit, incapable de trouver le sommeil, Antoine fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Poussé par une sombre curiosité, il alla sur le profil Instagram de Chloé. Il fit défiler des photos de yachts, de jets privés et de soirées luxueuses. Puis il tomba sur sa dernière story. Elle avait filmé la fille du gala de la Fondation Étoile Filante, placardée dans le hall. On l'entendait ricaner en voix off. Tellement triste, tout cet argent gaspillé pour des causes perdues. Croyez-moi, ma fête d'anniversaire ce soir-là sera bien plus mémorable. Un texte était superposé à l'image. Chacun ses priorités. #SorryNotSorry. En voyant cela, le visage d'Antoine se transforma. La tristesse et la résignation qui l'habitaient s'effacèrent, remplacées par une lueur froide et dure dans son regard. Ce n'était plus une simple humiliation personnelle. C'était une profanation. Ce qu'il venait de voir sur cet écran n'était pas une insulte. C'était une déclaration de guerre. La story Instagram de Chloé fut comme un électrochoc. Pour Antoine, cette moquerie désinvolte envers la fondation créée en mémoire de son fils était bien pire que toutes les insultes personnelles. Ce n'était plus une question d'ego blessé, mais de profanation d'un sanctuaire intime. La colère froide qui l'envahit cette nuit-là se transforma en une détermination glaciale. Il avait passé des années à se cacher derrière son uniforme de concierge, à observer le monde depuis les coulisses. Maintenant, il était temps de remonter sur scène. Pas en tant que concierge, mais en tant que propriétaire, juge et bourreau. La guerre déclarée par Chloé allait bien avoir lieu, mais sur son propre terrain, et avec ses propres règles. Le lendemain, Antoine arriva à la Tour Diamant avec une nouvelle résolution. Son visage était toujours celui d'un homme humble et fatigué, mais ses yeux observaient tout avec une acuité nouvelle. Il commença par ce qu'il savait faire de mieux, être invisible. Pendant qu'il nettoyait les couloirs, il prêtait une oreille attentive aux conversations. Il remarqua les regards complices entre Chloé et M. Bernard, le gérant. Il vit les petits services que le personnel était contraint de rendre à l'influenceuse, bien au-delà de leurs fonctions. Récupérer ses colis de luxe, promener son petit chien, et même lui monter son café d'une marque spécifique chaque matin. Tout cela était documenté par les caméras de surveillance du bâtiment. Des caméras dont il avait personnellement supervisé l'installation et dont il était le seul, avec son chef de la sécurité, à avoir un accès total et à distance. Son premier allié se présenta de manière inattendue. C'était Maria, la femme de ménage qu'il avait vue pleurer quelques jours plus tôt. Il la trouva dans la salle de repos, le visage soucieux, en train de regarder son téléphone. « Encore des problèmes, Maria ?» demanda-t-il doucement. Elle sursauta, puis lui montra son écran. C'était un message WhatsApp de M. Bernard. « Mademoiselle Martel n'est pas satisfaite du nettoyage de sa terrasse. Vous resterez 2 heures de plus ce soir, non payées, pour tout refaire à la perfection. Pas de discussion. » Les larmes montèrent aux yeux de Maria. « Je ne peux pas, mon fils est malade, je dois rentrer. Mais si je refuse, il me mettra à la porte. » Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas. Transférez-moi une capture d'écran de ce message, et de tous les autres messages de ce genre qu'il vous a envoyés. Je vais m'en occuper. Faites-moi confiance. » Hésitante, mais voyant la sincérité dans ses yeux, elle s'exécuta. C'était la première pièce du puzzle, une preuve numérique irréfutable du harcèlement et de l'exploitation. Fort de cette première victoire, Antoine devint plus audacieux. Il savait que Chloé et Bernard communiquaient souvent dans le bureau du gérant, pensant être à l'abri des oreilles indiscrètes. Après-midi, alors qu'il passait l'aspirateur dans le couloir adjacent,
il entendit leur voix s'élever. Il laissa son chariot devant la porte, comme par accident, et activa discrètement la fonction d'enregistrement audio de son second téléphone, le glissant sous une pile de prospectus publicitaires. Puis il s'éloigna, continuant son travail. 1 heure plus tard, il récupéra son appareil. Ce qu'il entendit dépassa ses espérances. La voix de Chloé, claire et arrogante. « Et pour le gala de charité, tu as bien fait de trouver cette excuse de problème électrique. Personne ne vérifiera. Ma fête d'anniversaire sera légendaire. En plus, la marque de champagne Prestige me sponsorise. Ils m'ont fait un virement de 20 000 € juste pour que je poste quelques photos avec leurs bouteilles. » La réponse de Bernard était encore plus accablante. « Ne vous en faites pas, mademoiselle. J'ai aussi majoré la facture de la réparation électrique. La moitié pour moi, la moitié pour vous, comme convenu. Un petit bonus pour nous dédommager de ce désagrément. » Antoine écouta l'enregistrement 2 fois. Fraude, corruption, abus de biens sociaux, il avait tout. Il transféra immédiatement le fichier audio sur un cloud sécurisé. Pendant ce temps, Chloé, ignorant totalement le piège qui se refermait sur elle, paradait. Elle multipliait les stories Instagram depuis sa terrasse, montrant les préparatifs de sa fête extravagante. Elle filmait les livreurs apportant des caisses de champagne, des arrangements floraux monumentaux et même une sculpture de glace à son effigie. Dans une vidéo, elle se moqua ouvertement du gala annulé. Pendant que certains pleurent sur le sort du monde, nous, on célèbre la vie. C'est ça, la vraie générosité. S'offrir le meilleur. Chaque post était une nouvelle pelle de terre qu'elle jetait sur sa propre tombe numérique. Antoine, depuis son petit appartement, faisait des captures d'écran de tout. Chaque image, chaque commentaire arrogant était méticuleusement sauvegardé dans un dossier sur son ordinateur portable intitulé « Jugement ». La dernière pièce du puzzle lui fut fournie par Bernard lui-même. Un soir, le gérant, stressé, jeta une liasse de papier dans la corbeille de son bureau avant de partir. Poussé par l'intuition, Antoine attendit que l'immeuble soit vide, puis récupéra les documents froissés. Parmi des brouillons sans importance, il trouva une feuille qui le fit frissonner. C'était une copie d'un relevé bancaire. Il y figurait un virement de 10 000 € de la part de Prestige Champagne vers le compte personnel de Bernard, avec la mention « Commission faite Martel ». Mais ce n'est pas ça qui retint son attention. En bas de la page, une note manuscrite avait été griffonnée. Vérifiez le statut du propriétaire. JP m'a dit que le nom Dubois sur les actes est un prête-nom. Le vrai proprio est un milliardaire reclus qui déteste la publicité. Personne ne sait qui c'est. Tant qu'il ne se montre pas, on peut faire ce qu'on veut. Antoine sentit son cœur battre à tout rompre. Il le croyait absent, une simple signature sur un papier. Cette ignorance était leur plus grande faiblesse, et elle allait devenir sa plus grande force. Il prit une photo nette du document avec son téléphone. Le dossier jugement était maintenant complet. Il avait les témoignages, les preuves audio, les captures d'écran et maintenant, la preuve écrite de leur mépris et de leur sentiment d'impunité. Il se connecta à son ordinateur, ouvrit un mail crypté et attacha toutes les pièces jointes. Le destinataire était Jean-Pierre Lemaître, avocat. L'objet du mail était simple, gala, étoile filante. Plan d'action, il appuya sur envoyer. Le moment de la vérité approchait, et il serait bien plus spectaculaire que n'importe quelle fête d'anniversaire. Après avoir envoyé le mail contenant le dossier jugement à son avocat, un calme étrange s'empara d'Antoine. C'était le calme du général qui a positionné ses troupes et qui attend l'aube pour lancer l'assaut final. Il savait que les prochains jours seraient les plus difficiles. Il devait continuer à jouer son rôle de concierge effacé, à endurer les dernières salves d'arrogance de ses bourreaux, tout en sachant que leur empire de pacotille était sur le point de s'effondrer. Chaque nouvelle insulte ne serait plus une blessure, mais une confirmation de la justesse de sa cause. Il retourna à la Tour Diamant le lendemain matin, non plus comme une victime, mais comme un architecte silencieux de la justice. Le jour du gala approchait à grands pas, et avec lui, la date de la fameuse fête d'anniversaire de Chloé. L'atmosphère dans l'immeuble était électrique. Chloé, plus radieuse et méprisante que jamais,
supervisait personnellement les derniers préparatifs. Elle avait fait installer une arche de ballons dorés et noirs dans le hall, juste à côté du poste de travail d'Antoine, comme pour marquer son territoire et lui rappeler constamment sa défaite. Elle le croisait 10 fois par jour, lui lançant des ordres secs. « Nettoyez cette trace. Allez me chercher un café, et vite. Dites au livreur de monter, je n'ai pas le temps de descendre. » Antoine obéissait à tout, sans un mot, le visage impassible. Cette docilité semblait irriter Chloé, qui cherchait une réaction, une fissure dans son armure de silence. Le pic de l'humiliation, le coup de grâce qu'elle pensait lui porter, arriva la veille de la fête. Antoine était en train de polir les cuivres de la porte d'entrée lorsque Chloé arriva, flanquée de 2 amies influenceuses à qui elle faisait visiter les lieux. Elle le désigna du doigt comme un objet de curiosité. « Et voilà les filles, notre fameux concierge fail en personne. C'est lui qui a failli gâcher ma fête avec son gala pourri. » Les 2 amies ricanèrent, sortant leur téléphone pour immortaliser la scène. Chloé s'approcha d'Antoine, son visage à quelques centimètres du sien. « Alors Antoine, pas trop déçu ? Demain soir, pendant que vous seriez en train de vider les poubelles, je serai en train de sabrer le champagne avec tout le gratin de Lyon. » C'est ça, la différence entre les gagnants et les perdants. Elle ne s'arrêta pas là. Elle sortit de son sac un petit carton d'invitation rose et doré. « Tenez, » dit-elle d'un ton faussement compatissant. « C'est pour vous. Vous pourrez venir après minuit, quand tous mes invités importants sont en partie. Vous aurez le droit de nettoyer. Ce sera ma contribution à votre misérable existence. » Elle lui fourra l'invitation dans la poche de sa veste et éclata de rire. Un rire cruel qui résonna dans tout le hall. Antoine sentit le regard des passants sur lui, un mélange de pitié et de gêne. Il baissa la tête, laissant croire à sa défaite totale. Il semblait brisé, un homme vidé de toute fierté. Mais, à l'intérieur, il était d'un calme olympien. Il venait d'obtenir la dernière pièce dont il avait besoin. Un enregistrement vidéo parfait de la scène, capturé par la micro-caméra dissimulée dans le bouton de son uniforme. Une preuve visuelle de son harcèlement public, filmé par les téléphones de ses propres amis. L'ironie était délicieuse. Pendant que Chloé célébrait sa victoire anticipée, M. Bernard, le gérant, commit lui aussi une erreur fatale. Se sentant intouchable, il décida de finaliser ses arrangements frauduleux. Antoine, qui faisait sa ronde du soir, le vit entrer dans son bureau avec un homme en costume. Grâce à son accès aux caméras de surveillance, Antoine observa la scène depuis son téléphone. Il vit Bernard remettre une enveloppe épaisse à l'homme, qui n'était autre que l'inspecteur de la commission de sécurité qu'il avait soudoyé. La caméra, placée juste au-dessus du bureau, filmait la transaction en haute définition. Antoine lança un enregistrement direct sur son cloud sécurisé. Il avait maintenant la preuve irréfutable de la corruption, un délit pénal qui enverrait Bernard directement en prison. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rentrait chez lui, Antoine reçut une notification sur son téléphone crypté. C'était un message de Jean-Pierre, son avocat. Tous les éléments ont été transmis au procureur. L'unité de lutte contre la délinquance financière est prévenue. Les invitations pour le gala ont été renvoyées à tous les convives avec la mention « Confirmé ». J'ai également contacté les principaux sponsors de Mademoiselle Martel. Ils seront présents demain soir. Ils sont très intéressés par le documentaire que nous allons leur projeter. Tout est en place. À demain, Monsieur le Président. Antoine sourit pour la première fois depuis des semaines. Le titre de président, que Jean-Pierre utilisait toujours dans les moments importants, lui rappela qui il était vraiment. Le président fondateur de la Fondation Étoile Filante, le propriétaire de la Tour Diamant. Il arrive dans son petit appartement et s'assit à sa table. Il sortit la photo de son fils, Luc. Il la posa devant lui, à côté de l'invitation moqueuse de Chloé. Il regarda le visage souriant de son enfant. « Demain, mon fils, dit-il à voix basse, tout le monde saura pourquoi nous faisons tout ça. Demain, la lumière reviendra. » Il se sentait serein, libéré d'un poids. La phase de souffrance et de préparation était terminée. Il avait enduré l'humiliation ultime, non pas par faiblesse, mais par stratégie. Il avait laissé ses ennemis s'enivrer de leur propre arrogance,
jusqu'à ce qu'ils soient complètement aveugles au gouffre qui s'ouvrait sous leurs pieds. Demain soir, ils n'allaient pas simplement tomber. Ils allaient être poussés dans l'abîme par la main même de l'homme qu'ils avaient pris pour un moins que rien. Le masque allait enfin tomber, et la chute serait vertigineuse. La nuit fut courte pour Antoine. Il ne dormit pas. Mais ce n'était pas l'insomnie de l'angoisse. C'était la veille concentrée du soldat avant la bataille décisive. Assis dans le silence de son appartement, éclairé seulement par l'écran de son ordinateur portable, il passa en revue une dernière fois chaque élément du dossier jugement. Chaque vidéo, chaque enregistrement audio, chaque capture d'écran était une brique dans la forteresse de la vérité qu'il s'apprêtait à dévoiler. Il vérifia les liens sécurisés qu'il avait envoyés à Jean-Pierre et à un contact discret au sein d'un grand journal d'investigation lyonnais. Tout était prêt. Le piège numérique était tendu, et ses victimes allaient y marcher, avec l'assurance des ignorants. Il regarda le soleil se lever sur les toits de la ville. C'était l'aube d'un nouveau jour, la fin d'une longue nuit de mensonges et d'humiliation. Pour Chloé Martel, cette journée était le couronnement de son existence. Elle se réveilla dans ses draps de soie égyptienne, le sourire aux lèvres. Son téléphone débordait déjà de messages lui souhaitant un joyeux anniversaire. Sa fête, l'événement Chloé, était le sujet de conversation numéro 1 sur les réseaux sociaux de la ville. Elle passa la matinée à se faire dorloter, entre manucure, coiffure et maquillage, tout en documentant chaque étape pour ses followers. Dans une story, elle filma le hall de l'immeuble depuis son balcon. « Regardez mes amours, tout est calme. On dirait que les petites souris de la charité ont enfin compris qui est la reine du château. Ce soir, on va faire tellement de bruit qu'on réveillera les morts. » Elle ne se doutait pas à quel point cette phrase était prophétique. Pendant ce temps, Monsieur Bernard, le gérant, mettait la dernière main à son plan. Il avait reçu un message de Chloé. « Bernard, assurez-vous que le concierge ne traîne pas dans les parages ce soir. Sa tête de dépressif va gâcher l'ambiance. Envoyez-le nettoyer les sous-sols ou je ne sais quoi. Loin des yeux, loin de mon champagne. » Bernard, servile, répondit immédiatement. « Bien sûr, mademoiselle. Considérez que c'est fait. » Il se sentait puissant. La prime reçue de Chloé et de l'inspecteur corrompu avait déjà été virée sur un compte discret. Il se voyait déjà en vacances aux Maldives, loin de cet immeuble et de ses problèmes. Il ne prêta aucune attention à l'email officiel reçu de la direction du groupe immobilier, l'invitant à une réunion exceptionnelle dans la salle de réception à 19h précise, juste avant le début de la fête. Il pensa qu'il s'agissait d'une formalité de dernière minute concernant la sécurité. Antoine, lui, passa sa journée à jouer son rôle à la perfection. Il nettoya les sols, vida les poubelles et répondit aux ordres de Bernard avec une docilité exemplaire. Lorsque le gérant lui ordonna de passer la soirée à réorganiser les archives au 3e sous-sol, il hocha la tête sans protester. « Très bien, monsieur. » C'était encore mieux que ce qu'il avait espéré. Le sous-sol abritait la salle de contrôle centrale de toute la sécurité de l'immeuble. C'était son poste de commandement. Une fois seul, il n'alla pas vers les archives poussiéreuses. Il entra dans la salle de contrôle, ferma la porte à clé et s'assit devant le mur d'écran. D'un simple clic, il avait accès à chaque caméra, chaque microphone du bâtiment. Il sortit son téléphone crypté et envoya un message groupé à son équipe. Jean-Pierre, Maria et le chef de la sécurité, un homme loyal qui lui devait tout. Le message était court. Phase finale. Tout le monde en position. Les invités de Chloé commencèrent à arriver vers 18h30. C'était un défilé de luxe ostentatoire, de sourires faux et de conversations superficielles. Dans le même temps, d'autres invités, plus discrets mais bien plus influents, se dirigeaient vers la salle de réception. C'étaient les membres du conseil d'administration de la fondation, les sponsors de Chloé, qui avaient été personnellement contactés par Jean-Pierre, et quelques journalistes triés sur le volet. Ils avaient tous reçu une invitation pour une présentation spéciale concernant l'avenir de la Tour Diamant. Chloé et Bernard, trop occupés par la fête, ne remarquèrent rien.
Ils étaient comme les passagers du Titanic, dansant sur le pont alors que l'iceberg approchait à toute vitesse. À 19h, la salle de réception était pleine. Jean-Pierre Lemaître, élégant dans son costume d'avocat, monta sur la petite estrade. Monsieur Bernard, qui venait d'arriver, le regarda avec surprise. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» chuchota-t-il à un voisin. Mais avant qu'il n'obtienne une réponse, les lumières se tamisèrent. Jean-Pierre prit la parole. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez été conviés ce soir pour une annonce d'une importance capitale. Mais avant cela, nous avons un court film à vous présenter. Un documentaire sur la vie, les valeurs et les coulisses de la Tour Diamant. » Dans son poste de commandement au sous-sol, Antoine regarda l'écran qui retransmettait la scène. Son cœur battait la chamade, mais ses mains étaient stables. Il prit une profonde inspiration. Il pensa à son fils Luc, à Maria, à tous les employés exploités. Il pensa aux années de travail acharné, de sacrifices silencieux pour construire quelque chose de bien, quelque chose de juste. Et il pensa à l'arrogance de ceux qui croyaient pouvoir tout détruire par simple caprice. Il appuya sur une touche de son clavier. Sur l'immense écran de la salle de réception, la première image apparut. C'était un gros plan du visage de Chloé, filmé depuis son propre téléphone, le jour où elle avait crié « Regardez cet incapable !» Le spectacle allait commencer. Dans quelques minutes, leur monde, construit sur le mensonge et le mépris, allait s'écrouler en direct. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Le silence dans la salle de réception était si total qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Tous les regards étaient rivés sur l'immense écran où le visage arrogant de Chloé Martel s'affichait en gros plan. Monsieur Bernard, le gérant, devint livide. Il chercha des yeux Chloé, mais elle était à l'étage supérieur au milieu de sa fête, ignorant encore tout du cataclysme qui se préparait. La vidéo continua, enchaînant les extraits des stories Instagram de Chloé. L'humiliation publique, le sondage pour le renvoi d'Antoine, les moqueries sur ses chaussures. Puis vint l'enregistrement audio, clair et cristallin, de la conversation entre Chloé et Bernard dans le bureau du gérant. Et pour le gala de charité, t'as bien fait de trouver cette excuse de problème électrique. Personne ne vérifiera. La voix de Bernard répondit, scellant son propre destin. La moitié pour moi, la moitié pour vous, comme convenu. Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Les sponsors de Chloé, assis au premier rang, échangèrent des regards horrifiés. Le film continua, implacable. La scène Chloé jetait l'invitation moqueuse au visage d'Antoine apparut, filmée sous 3 angles différents. Celui des caméras de surveillance, celui du téléphone d'une de ses amies, et celui d'une netteté choquante de la micro-caméra cachée sur Antoine. Le son était parfait. On entendait son rire cruel, ses paroles humiliantes. Enfin, la pièce maîtresse. L'enregistrement vidéo de la caméra du bureau de Bernard, montrant la transaction corrompue avec l'inspecteur de la sécurité. Le visage de Bernard se décomposa. Il tenta de se lever, de protester, mais 2 agents de sécurité discrets, postés par le chef de la sécurité d'Antoine, posèrent fermement une main sur son épaule, l'obligeant à se rasseoir. Il était pris au piège. Quand la vidéo se termina, un silence glacial s'installa, avant qu'il ne soit rompu par la voix calme de Jean-Pierre Lemaître. Ce que vous venez de voir n'est qu'un aperçu. Un aperçu de la corruption, du harcèlement et du mépris qui ont gangréné cet immeuble. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. La fondation Étoile Filante, que Mademoiselle Martel a qualifiée de « stupide gala pour gosses malades », a été créée il y a 5 ans pour financer la recherche contre les cancers pédiatriques. Et ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter son fondateur. L'homme que vous connaissez comme un simple concierge, mais qui est en réalité le propriétaire de cet immeuble et le président de cette fondation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur Antoine Dubois. La porte du fond de la salle s'ouvrit. Antoine apparut. Il ne portait plus son uniforme usé, mais un costume sombre, sobre et parfaitement coupé. Il n'avait plus l'air fatigué et soumis. Il se tenait droit, le regard clair et déterminé. Un silence stupéfait accueillit son entrée, suivi par une vague d'applaudissements qui grandit jusqu'à devenir une véritable ovation. Maria, la femme de ménage, pleurait de joie au premier rang. Antoine s'avança jusqu'à l'estrade, prit le micro et regarda l'assemblée.
Sa voix, quand il parla, était celle d'un leader, calme et puissante. Bonsoir. Pendant 3 ans, j'ai travaillé parmi vous en tant que concierge. Je l'ai fait pour rester proche de la réalité du terrain, pour comprendre les gens qui travaillent dur dans l'ombre. Et aussi pour honorer la mémoire de mon fils, Luc, qui nous a quittés trop tôt, et qui m'a appris que la vraie valeur d'un homme ne se trouve pas dans ce qu'il possède, et dans la manière dont il traite les autres. Au même moment, à l'étage, la musique de la fête de Chloé s'arrêta brusquement. Les lumières se rallumèrent. Chloé, une coupe de champagne à la main, se tourna vers le DJ. « Qu'est-ce qui se passe ? Remets la musique !» Mais ce ne fut pas la musique qui reprit. Sur tous les écrans géants qu'elle avait fait installer pour diffuser ses propres photos, la vidéo du documentaire commença à tourner en boucle. Ses invités, figés, regardaient les scènes d'humiliation, entendaient ses paroles cruelles. Leurs sourires se glacèrent. Leurs téléphones commencèrent à vibrer. La vidéo était en direct sur YouTube et avait déjà des centaines de milliers de vues. Le hashtag Chloé Martel is over party était en train d'exploser sur Twitter. Chloé regarda les écrans, incrédule, puis son visage se tordit de rage et de panique. Elle comprit. Elle comprit tout. Le concierge, le gala. C'était un piège. Elle tenta de fuir, de se cacher, mais il était trop tard. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et 2 policiers en uniforme en sortirent, accompagnés de Jean-Pierre Lemaître. « Chloé Martel, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, corruption et harcèlement. » Elle laissa tomber sa coupe, qui se brisa sur le sol. « Non, c'est un malentendu. Vous ne savez pas qui je suis, » cria-t-elle, mais sa voix n'avait plus aucun pouvoir. Les policiers lui passèrent les menottes sous les flashs des téléphones de ses anciens amis qui immortalisaient sa chute. Au même moment, en bas, M. Bernard et l'inspecteur de sécurité corrompu étaient également arrêtés. La justice était rendue, de manière spectaculaire et publique. En bas, Antoine terminait son discours. À partir de ce soir, la Tour Diamant va changer. Le respect et la dignité seront les fondations de notre communauté. M. Bernard est licencié et sera poursuivi. Quant à Mademoiselle Martel, son bail est résilié et elle devra répondre de ses actes devant la justice. Il se tourna vers Maria. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que Madame Maria, pour son courage et son intégrité, est nommée nouvelle gérante de cet immeuble. La salle explosa en applaudissements. Maria, en larmes, monta sur scène pour étreindre Antoine. Les journalistes se précipitèrent, les caméras tournaient. La nouvelle de l'arrestation de Chloé se répandit comme une traînée de poudre. Antoine regarda le visage de Maria, rayonnant de bonheur et de soulagement. Il regarda les visages respectueux des membres de son conseil d'administration, les sourires reconnaissants des employés. Il sentit le poids de ces 3 dernières années s'envoler de ses épaules. Il avait enduré l'humiliation, il avait marché dans l'ombre, mais il l'avait fait pour un but plus grand. La vérité avait enfin éclaté, illuminant les recoins les plus sombres de l'injustice. La justice était rendue, mais ce n'était que le début de la chute de ceux qui avaient cru que l'argent et le pouvoir leur permettaient de tout écraser sur leur passage. Pour Antoine, et pour tous les gens de bien de la Tour Diamant, c'était le début d'une nouvelle ère. La chute de Chloé Martel et de M. Bernard fut aussi rapide et brutale que leur arrogance avait été grande. La vidéo du documentaire d'Antoine, reprise par toutes les chaînes d'information et partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux, devint un véritable phénomène de société. Le hashtag « Justice pour Antoine » inonda la toile, tandis que l'histoire du milliardaire déguisé en concierge faisait la une des journaux du monde entier. Pour Chloé, ce fut la fin. Ses sponsors la lâchèrent les uns après les autres, publiant des communiqués pour se désolidariser de ses actions. Ses millions de followers se transformèrent en millions de détracteurs. Son empire numérique, construit sur une image de perfection et de luxe, s'effondra en une seule nuit, la laissant seule face à la justice et à la ruine financière. Le procès fut très médiatisé. Les preuves rassemblées par Antoine étaient accablantes. Les enregistrements audio et vidéo,
Les captures d'écran, les témoignages de Maria et d'autres employés ne laissaient aucune place au doute. Chloé Martel et M. Bernard furent reconnus coupables de fraude, corruption, harcèlement moral et abus de biens sociaux. Bernard fut condamné à une peine de prison ferme. Chloé, grâce à une armée d'avocats payés avec les derniers restes de sa fortune, évita la prison, mais fut condamnée à une amende colossale et à des centaines d'heures de travaux d'intérêt général. Ironie du sort, elle fut affectée au nettoyage des locaux d'une association caritative. L'ancienne reine d'Instagram, vêtue d'un gilet orange, passa les mois suivants à passer la serpillière, loin des flashs et des paillettes, apprenant à la dure la valeur du travail qu'elle avait tant méprisé. Pour Antoine, la vie changea radicalement. Il quitta son petit appartement de la Croix-Rousse pour s'installer dans le penthouse de la Tour Diamant, non pas par goût du luxe, mais pour mieux superviser la nouvelle direction de l'immeuble. Il abandonna son uniforme de concierge, mais pas son humilité. Sa première décision en tant que président officiellement reconnu fut de doubler le salaire de tous les employés de service et de mettre en place un programme de participation aux bénéfices. Maria, la nouvelle gérante, s'épanouit dans ses fonctions, dirigeant l'immeuble avec une efficacité et une humanité qui lui valurent le respect de tous les résidents. La Tour Diamant devint un modèle de gestion sociale, un lieu où chaque employé, du technicien de surface au chef de la sécurité, était traité avec dignité. L'histoire d'Antoine inspira le pays tout entier. La Fondation Étoile Filante reçut un afflux de dons sans précédent, permettant de financer 3 nouveaux programmes de recherche et de construire une aile dédiée aux enfants dans l'hôpital principal de Lyon. Des universités invitèrent Antoine à donner des conférences sur l'éthique en entreprise. Un célèbre réalisateur lui proposa même d'adapter son histoire en film. Antoine accepta, à une seule condition, que tous les bénéfices soient reversés à la Fondation. Il ne cherchait ni la gloire ni la fortune. Il avait déjà trouvé sa richesse le jour où il avait décidé de se battre pour la justice, au nom de son fils. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, la Tour Diamant est un lieu transformé. L'atmosphère y est sereine et respectueuse. Antoine Dubois, que tout le monde appelle désormais par son prénom, passe souvent du temps dans le hall, non plus avec une serpillière, mais avec une tasse de café, discutant avec les employés et les résidents. Il a créé un fonds d'aide pour les victimes de harcèlement au travail, financé par une partie des bénéfices de l'immeuble. Maria est devenue son bras droit, et ensemble, ils ont étendu leur modèle de gestion à d'autres propriétés à travers la France. Quant à Chloé, après avoir purgé sa peine, elle a disparu de la vie publique. Des rumeurs disent qu'elle vit modestement en province, loin de la ville qui fut le théâtre de sa gloire et de sa déchéance. Elle a appris, de la plus dure des manières, que la vraie valeur ne se mesure pas en likes, mais en actes. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera.